Voilà, on enregistre et je vous dis encore bonjour et merci infiniment du temps que vous nous accordez pour les élèves du projet Cyrano et pour les lecteurs de La Nation. C'est Merci, vrai que la, professeur. la chose la plus précieuse qu'on peut accorder dans l'espèce humaine, c'est le temps. Vous savez, en tant qu'historien, je suis d'accord. Oui, sans doute, c'est la ressource la plus précieuse et la moins abondante. Eh bien, je commence tout de suite. Je ne veux pas vous prendre trop de cette précieuse ressource. Je pensais à votre livre Peuple souverain que j'ai relu récemment. Et là, vous définissez le populisme comme une droite radicale dans un style de gauche radicale. Et je me pose cette question. Qu'est-ce que la droite radicale gagne, en fait, à adopter le style de la gauche radicale? Vous commencez par les questions les plus fortes, vous avez raison. Disons que euh, puisque la souveraineté populaire, qui est quand même la grande révolution moderne, qui se cristallise peu à peu entre le XVIIe siècle, voire même le XVIe siècle avec les Pays-Bas et notre époque, puisque la souveraineté populaire est clairement un moteur non seulement historique, mais politique, il est évident que toutes les idéologies sont amenées à se situer par rapport à cette hypothèse, ce n'est jamais qu'une hypothèse, hein, de la souveraineté populaire, et ne pas considérer comme ceux qui tiennent aux anciens régimes que la souveraineté populaire est par définition une sorte de rêve. Non, la souveraineté populaire devient un moteur actif de l'histoire au long des siècles et on peut dire s'installe vraiment à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, période entre parenthèses qui est importante pour la France, mais aussi pour l'Amérique latine, hein, comme par hasard. Vous avez donc d'un côté la souveraineté populaire, vous avez de l'autre l'idée que cette souveraineté populaire produit de la démocratie, mais confronté à un type de société qui a évolué sur des bases qu'on pourrait, pour simplifier, qualifier non pas de démocratique, mais de démographique, et d'autre part, sur la base aussi d'une valeur qui nous vient sans doute, pour simplifier, du christianisme, enfin c'est forcément plus compliqué, que je qualifierais de l'individualisme, et cette sorte de dialectique paradoxale entre individualisme et massification. Alors c'est une formule d'aujourd'hui, c'est pas une formule du XVIIIe siècle, mais tout cela converge vers la nécessité pour certains tenants du renouvellement idéologique de concilier, alors, d'une part, effectivement, la souveraineté populaire et des formes de référence à des régimes plus anciens. Par exemple, en France, le premier parti que je qualifie, mais je ne suis pas le seul, hein, de populiste, est celui qui se réunit autour d'un général, hein, comme par hasard, encore un général. On a toujours des généraux Boulanger. de service, voilà, qui s'appelle Boulanger. On parle de boulangisme, mais ce parti, hein, s'appelle l'Appel au peuple. Il s'approche du pouvoir alors que les républicains en France viennent à peine de s'installer au pouvoir depuis quelques années, et il réunit dans son état-major clairement des personnalités qui viennent de l'extrême gauche, y compris de la commune, et d'autre part des personnalités qui viennent de l'ancien régime, des monarchistes qui ont compris ce qui leur semble être une erreur, à savoir de ne pas avoir tenu compte de la souveraineté populaire. C'est pour ça que généralement il s'appelle monarchiste populaire, et d'ailleurs le journal de ce qui est d'une certaine façon une extrême droite qui a des nostalgies monarchiques en France, ce journal s'appelle Le suffrage universel. Parce que d'une certaine façon, ils ont compris l'erreur. Il faut intégrer la souveraineté populaire à une perspective de restauration d'une forme de monarchie qui pourrait d'ailleurs être confiée à un militaire et pas à un prince. Donc il se produit des choses quand même essentielles, mais bien entendu, on peut remonter plus haut, et c'est pour ça que j'avance
une notion qui, pour moi, n'est pas un oxymore du tout, et qui me paraît essentielle pour comprendre non seulement l'histoire que vous et moi, nous sommes en train de raconter, mais l'actualité de 2026, ce que j'appelle la démocratie autoritaire. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de penser d'un point de vue politologique, philosophique, etc., que la démocratie est automatiquement libérale. À partir du moment où on considère que la démocratie a pour moteur la souveraineté populaire, ça ne produit pas nécessairement du libéralisme intellectuel. N'entrons même pas dans la discussion sur le lien entre le libéralisme intellectuel et le libéralisme économique. Je rappelle que le libéralisme, au départ, c'est une philosophie, c'est pas une économie, hein. Bref, toujours est-il que à partir du moment où on croit, c'est mon cas, qu'il y a des démocraties autoritaires, que la démocratie n'est pas automatiquement libérale, bah, il est évident que dans l'histoire du 19e siècle, du 20e siècle, mais surtout l'histoire actuelle, la forme de la démocratie autoritaire est extrêmement présente à la surface de la Terre. Ben oui, justement, je vous entends parler de démocratie autoritaire et je me dis que on dit souvent de nos jours qu'on traverse une époque très favorable à la démocratie autoritaire ou même des démocraties très anciennes comme celle de l'Angleterre ou des États-Unis semblent glisser vers cette forme de démocratie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur la longue durée, je crois que sur ce plan-là, cocorico, diraient les Français, la France a testé les formes modernes de démocratie autoritaire avec Bonaparte. Le premier Bonaparte, le deuxième Bonaparte. Il ne faut pas oublier que Napoléon n'était pas empereur de France, il était empereur des Français. Il ne faut pas oublier que lui et surtout son oncle, Napoléon III, donc une génération après environ, ont recouru régulièrement au plébiscite pour ressourcer le régime. Donc il faut prendre au sérieux ce qui est simplement renvoyé à une forme d'illusion ou de mensonge. Non, il y a une logique plébiscitaire, une logique populaire. On parlera du populisme un peu plus tard, si vous le voulez bien. Enfin, on commence à en parler dans le Premier Empire et le Second Empire. Il ne faut pas oublier que Napoléon Bonaparte est un officier de la Révolution française, comme le général Boulanger que je viens de mentionner est un officier qui a une image de gauche. Et je ne vais pas encore prononcer, donc je vais le prononcer, le nom de Juan Perón. Donc il est évident que ce mouvement de démocratie autoritaire permet la convergence entre un héritage de droite, monarchique, qui souhaite quand même un régime fort, plébiscitaire, etc., et des alliés de gauche. J'avais eu l'occasion de montrer dans un autre texte plus récent que le texte fondateur de ce qu'on peut appeler la dictature de Napoléon III. Si on connaît Victor Hugo, on voit très bien à quoi je fais allusion. Mais ce texte fondateur, il tient en deux lignes, très simplement. Premièrement, Napoléon III, qui pour l'instant n'est pas Napoléon III, qui est le président de la République, élu triomphalement par le suffrage universel, pour la première fois. Nous avons précédé les Américains, et d'ailleurs les Américains aujourd'hui élisent des grands électeurs, tandis qu'en France, en 1848, eh bien, on élit directement déjà le président de la République. Et c'est un Bonaparte. Donc il a l'onction du peuple avec un P majuscule. Il prend le pouvoir, et ça, Victor Hugo a beaucoup écrit là-dessus, il prend le pouvoir, et c'est l'article 1, l'Assemblée nationale est dissoute. C'est un coup d'État. Ce n'est pas légal. C'est le président qui fait lui-même la légalité. Ce que je disais à mes étudiants, si vous voulez prendre le pouvoir, le mieux c'est d'être déjà au pouvoir. Ça facilite quand même les choses. Napoléon III, qui pour l'instant est Louis-Napoléon, président de la République française, est au pouvoir. Il ne respecte pas la Constitution, il ne respecte pas son serment. D'où l'animosité des républicains, évidemment, de Victor Hugo dans ses textes. Bon. Mais l'article 2 dit le suffrage universel est rétabli. Alors on peut me dire, je ne comprends pas, parce qu'il a été élu par le suffrage universel. Non, c'est que quand il arrive au pouvoir, Louis-Napoléon Bonaparte, il s'adosse à des conservateurs qui disent, bon, il y a eu un moment de folie là, mais on va circonvenir, on va ligoter
ce semi-prince très débile, et on va peu à peu revenir en arrière sur le suffrage universel. Donc là, on a une droite qui ne croit pas au suffrage universel et qui va, pendant 2, 3 ans, réduire, on voit très bien ça aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, il y a des moyens pour réduire l'accès au vote des Noirs, par exemple. On fait la même chose, ce qui fait qu'au moment où s'instaure la dictature, il faut insister sur le mot, la dictature de Louis-Napoléon Bonaparte, qui fait l'objet d'une étude par Karl Marx, etc., c'est une date considérable, il peut écrire article 2, je rétablis le suffrage universel. C'est-à-dire que le dictateur rétablit le suffrage universel. Et ça, c'est le génie de la démocratie autoritaire. C'est très intéressant parce que en vous écoutant, je me rappelais un passage de la correspondance de Flaubert qui était un réactionnaire très notoire et qui célébrait l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon parce qu'il le considérait comme un grand coup contre la démocratie qu'il détestait. Il disait qu'il était très content d'avoir un président qui, je cite à peu près, qui piétinait les têtes des pignoufs, c'est-à-dire du Ah, peuple commun. oui, bien sûr. Alors, on pourrait dire beaucoup Mais de à choses propos, sur... Oui. Allez-y. oui, non, non, allez-y, je vous en prie. Non, non, mais disons que là, je parle du 19e siècle. On voit bien que le 20e et maintenant le 21e siècle produit de la démocratie autoritaire. Ce n'est pas fatal. D'abord, en tant qu'historien, je ne sais pas ce que c'est que la fatalité, etc. Mais en revanche, je signale qu'en ce moment, mais sur une période courte de 7 années, euh, il y a des signaux de recul du populisme. Alors peut-être qu'on peut dire 2 mots sur le populisme, qui serait la forme la plus dynamique actuellement de démocratie autoritaire. Vous voyez ce qui s'est produit en Hongrie et même depuis quelques jours au Royaume-Uni, où Farage. Bon, donc on verra bien, on verra bien. Euh, Moi, je ne crois pas au wishful thinking, hein, en bon français, prendre ses désirs pour des réalités. Je constate que la marche vers toujours plus de démocratie autoritaire n'est pas fatale. Il n'empêche quand même que si on considère l'ensemble de la planète, c'est le modèle prédominant. Au moment où nous parlons tous les deux, vous prenez tous les États-nations, alors on va peut-être parler de la nation justement, et pas simplement parce que je suis accueilli, et je le salue par le journal La Nation, mais la nation, c'est la c'est le secret de tout ça. La nation, je simplifie, mais c'est quand même exactement ça, pour moi et pas simplement pour moi, la nation, c'est une valeur de gauche, puisque effectivement, c'est l'expression du suffrage universel, mais qui s'associe à une histoire plus longue, qui est l'histoire des identités culturelles, pour ne pas dire ethniques. En d'autres termes, pour moi, la nation, c'est le peuple avec un petit p, qui devient le peuple avec un grand P quand il découvre sur son chemin la souveraineté populaire. Alors vous me direz, qu'est-ce que c'est que le peuple avec un petit p? C'est l'histoire, d'une certaine façon aussi la géographie, c'est l'histoire de ces communautés qui se cristallisent peu à peu autour d'identifications qui sont, pour simplifier, linguistiques, religieuses, qui pour moi est la même chose, enfin en ce sens que ce sont des systèmes symboliques, et aussi des identifications étatiques. Moi, j'avoue que je m'étais posé la question de savoir, d'une certaine façon, je raisonnais comme Bolivar, mais pourquoi est-ce que l'Amérique latine a éclaté, quoi? Pourquoi il a labouré la mer? Bon, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu des États-Unis qui seraient allés du Mexique à l'Argentine? Eh bien non. Parce qu'il y avait un héritage, il y avait quand même un héritage étatique espagnol. Enfin bref, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça. Le fait qu'on n'est pas colonisé par n'importe qui, n'importe comment. Actuellement, certains disent, oh, mais l'Afrique, c'est complètement artificiel, regardez, c'était des colonies avec des frontières rectilignes, etc. Non, c'est tout simplement une forme de colonisation qui a au moins une réussite, c'est-à-dire que quand le système colonial, au moins officiel, a disparu, ben, il reste des rapports de pouvoir qui sont des héritiers, qui sont le principal cadeau des colonisateurs. Et ce cadeau, ça ne se refuse pas, puisque vous avez des nations qui deviennent des États-nations. Le Burkina Faso, j'en ai parlé dans un livre sur qu'est-ce qu'une nation, c'est fascinant, le choix du nom, et toutes ces frontières ont beau être artificielles, bah, en fait, elles ont un sens politique qui remonte.
Parce que sinon, je me disais, mon Dieu, pourquoi y a-t-il un Nicaragua, et puis un Costa Rica, et puis un Honduras, quoi. Eh ben si, il y a une certaine logique. Toujours est-il que tout ça, ça forme des petits peuples qui, quand l'acculturation, c'est un phénomène d'acculturation, donc c'est vraiment un phénomène radicalement culturel, radical et culturel, de la souveraineté populaire, produit de l'État-nation. Et aujourd'hui, vous regardez à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, en réalité, c'est une organisation des États unis, des États-nations unis, et vous n'avez qu'un endroit du monde où il y a une exception à ce triomphe de la nation, c'est la péninsule arabique. Parce que vous constaterez que l'Arabie saoudite, c'est un nom d'ancien régime. Comme l'Empire ottoman, c'était un nom d'ancien régime. On a affaire à une logique de dynastie, un ancêtre mythique, Othman, etc. Bon, Ibn Saoud, qui est moins mythique. Et tout ça, effectivement, vous met dans une logique qui n'est pas celle de l'État-nation. Sauf que ce sont des exceptions. L'Arabie saoudite, c'est une exception. On ne sait pas comment elle évoluera. Peut-être qu'elle évoluera comme un État-nation. Mais massivement, aujourd'hui, au sein de l'Organisation des Nations Unies, il n'y a presque plus que des États-nations. Or, la nation, elle vient de, entre guillemets, de gauche, puisqu'elle elle dit clairement que c'est au pouvoir, c'est au peuple qu'il appartient de se gouverner, et c'est à ce pouvoir de former un État. Donc, c'est un raisonnement de gauche qu'on a oublié. Le nationalisme, c'est un mot qui a été forgé en France, en plus. Le nationalisme au sens de utilisation de la nation comme critère de distinction politique intérieure. Ça, effectivement, ça a été le génie d'une forme de droite qui rejoint ce que je viens de dire sur la convergence, sur le fait qu'il peut y avoir auprès du général Boulanger des gens qui viennent de la Commune de Paris, dans la gauche extrême, et des monarchistes populaires. Mais tout ça signifie que la nation vient de la gauche et peut être récupérée par la droite. Ça, c'est ce qui se passe un peu partout à la fin du 19e siècle et qui a triomphé ensuite. Vous parlez des triomphes du nationalisme, du populisme, mais en fait, qu'est-ce qui a fait que le populisme échoue, au contraire, une fois après l'autre? Si vous voulez, commençons par le mouvement qui a donné naissance au terme. Pourquoi le général Boulanger a-t-il échoué? Alors, le terme, comme vous le savez, apparaît simultanément, et c'est intéressant pour un historien, à travers un mouvement vers le peuple en Russie, mais qui ne va pas très loin, qui va quand même produire une forme de parti politique qui va être écrasé par les bolcheviks, qui est l'ensemble la configuration complexe d'ailleurs des socialistes révolutionnaires. Ça sera un échec. Et c'est très intéressant de voir qu'ils étaient en fait plutôt majoritaires dans la Russie avant la révolution d'octobre. Et que la prise du pouvoir par les bolcheviks, c'est la prise du pouvoir par une minorité agissante. Ce que pense en France un parti et une configuration qu'on appelle les blanquistes, les héritiers d'Auguste Blanqui, qui sont vraiment les ancêtres des bolcheviks. Il faut quand même le penser. C'est-à-dire que vous avez une filiation, les jacobins français au moment de la Révolution française, les blanquistes au moment de Boulanger, etc. Donc une partie des blanquistes qui sont à l'extrême gauche s'allie avec un général considéré par la gauche modérée comme d'extrême droite. Mais voilà, c'est pas nouveau ça. Et enfin, vous avez les bolcheviks qui ont compris les leçons de la nécessité d'avoir une avant-garde qui prend le pouvoir. Par ailleurs, vous avez 10 ans après, aux États-Unis, un parti du peuple, People's Party, mais tout ça, ça ne cristallise pas suffisamment ce que j'ai appelé le populisme et que vous avez rappelé tout à l'heure avec cette définition d'une droite dans un style de gauche. Non, ce qui va permettre de poursuivre sur cette voie-là, c'est évidemment le fascisme. Parce que le fascisme ne vient ni de la gauche, ni de la droite. Parce que c'est la fameuse question. Il vient de la guerre. Il vient de la guerre. La Première Guerre mondiale, c'est considérable. Qui a des effets partout, y compris chez les neutres. On l'a bien vu en Amérique latine. Donc, quand on est confronté à l'expérience de la guerre, l'expérience positive de l'autorité, de la mobilisation, on ne dit pas encore totalitaire. D'ailleurs, quels sont ceux qui vont inventer le mot et l'argumentation totalitaire?
ce ne sont pas les intellectuels de la guerre froide, hein, ce sont les intellectuels antifascistes italiens qui forgent ce concept pour le renvoyer au visage de Mussolini. C'est quand même important de le rappeler au passage. Donc, Dans les effectivement, années 20. c'est, le fascisme, c'est un populisme radicalisé lui-même, c'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout, en particulier de l'autorité, pour en faire la totalité, donc on passe de l'autoritarisme au totalitarisme, et d'une intégration à la nation qui peut aller jusqu'au au colonialisme à la nazie, au colonialisme à l'italienne, et jusqu'à, bien sûr, l'antisémitisme. Parce que je signale que dans cette problématique du populisme, la question de l'antisémitisme n'est pas centrale, puisque vous pouvez avoir des formes de populisme qui ne sont pas antisémites. D'ailleurs, Mussolini, il faut me le rappeler, n'est pas antisémite au départ. Ah oui, c'est parce qu'il devient, je veux dire, le petit mouton d'Hitler qu'il adopte l'antisémitisme. Le premier intellectuel, on ne dit jamais ça, le premier intellectuel fasciste italien, l'auteur d'un grand livre qui s'appelle, enfin d'un grand livre, à son échelle, à elle, cette personne, c'est premièrement une femme, deuxièmement, elle est juive. C'est la maîtresse de Mussolini, c'est Margareta Sarfati. Donc, le fascisme n'est pas consubstantiellement antisémite, ça dépend des cultures nationales. Pour un Austro-Hongrois comme Hitler, oui, bien sûr, il y a une tradition anti-juive très forte. Mais pour Mussolini, c'est différent. Mais il n'empêche que la logique fasciste conduit à un nationalisme qui va jusqu'au racisme et jusqu'à l'extermination, en particulier des Juifs. Voilà. Donc le fascisme est pour moi dans la famille du populisme, mais poussé à ses extrêmes, tout simplement parce que l'héritage de la guerre est là. Et d'une première guerre mondiale, on passera très logiquement à une deuxième guerre mondiale. Euh, Puisqu'on parle d'antisémitisme, professeur, je peux pas m'empêcher d'observer que pour une grande partie de la gauche occidentale de nos jours est devenue antisémite, peut-être par le biais de l'antisionisme, par l'opposition à Israël, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui m'intrigue. Est-ce que vous avez d'abord, est-ce que vous partagez cette observation qu'il y a un, comment dire, un élément antisémite qui est devenu très fort dans une grande partie de la gauche occidentale et si oui, est-ce que vous avez une explication? Alors, l'explication est dans un livre, désolé, qui s'appelle De la haine du juif, où je distingue, alors je suis peut-être pas très original, mais j'ai quand même été un peu systématique dans ma démonstration. Je distingue trois temps: l'antijudaïsme, l'antisémitisme, l'antisionisme. Étant bien entendu qu'aujourd'hui, on a superposition des trois, hein. Mais au départ, pour simplifier, mais il se pourrait que la vérité fût simple. C'est Ernest Renan qui disait il se pourrait que la vérité fût triste. Je signale cette phrase attristante. Alors moi, j'imite Renan et je dis il se pourrait que la vérité fût simple. Donc on peut dire ah oui, c'est un peu simpliste. Oui, mais peut-être que la réalité est simpliste. Enfin, je passe. Donc très simplement, l'antijudaïsme vient du christianisme. Alors, dans mon livre, je développe les raisons et je réponds aux objections. Ah, mais dans l'Antiquité romaine et grecque, on a détesté aussi les Juifs. Je réponds pourquoi c'est faux. Bon, donc je ne peux pas développer. En revanche, à partir du moment où vous avez le christianisme créé par des Juifs, il est évident que le refus du peuple élu de comprendre que l'histoire est enfin achevée, que le Messie est venu, etc., ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Et donc, il se produit la tragédie à l'époque de la fondation du christianisme, qui va se reproduire avec Mohammed, Mahomet, qui, issu de milieux, vous savez, chrétiens et juifs d'Arabie, pense que les juifs de Médine vont se convertir à l'islam. Eh bien non. Il y aura des exceptions, bien sûr, mais eh bien non. D'où colère de Mahomet, qui tend la main en quelque sorte aux juifs. Ça sera la même chose avec Luther. Le protestantisme luthérien, le protestantisme en général, est vétérotestamentaire. Donc vraiment, vous avez même un certain nombre de pasteurs, je l'étudie rapidement, qui vont finir rabbins. C'est extraordinaire. Mais malgré tout, non. Malgré tout, non. D'où le dernier Luther, alors que le premier Luther avait écrit un texte que Jésus-Christ est né juif.
ce qui était presque révolutionnaire comme affirmation, tellement véridique. Donc, vous avez l'antijudaïsme qui naît de tout ça. L'antisémitisme, c'est le signe de l'entrée dans la modernité, entre guillemets, scientifique, puisqu'on fait intervenir la philologie, la linguistique, et on fait glisser la linguistique, il y a des langues sémitiques, bon, vers une perspective ethnique, voire raciale. Donc, il y a des langues sémitiques, il y a des races sémitiques. Ah bon, qu'est-ce qui dit ça? Ce sont des intellectuels de gauche, bien sûr. Il y a des intellectuels qui n'ont pas besoin de Dieu. Et je vous demande de réfléchir, et les auditeurs et les lecteurs de la Nation, etc., réfléchir à cette simple formule. Le génie de l'antisémitisme, qui n'est donc pas l'antijudaïsme, qui est une modernisation au XIXe siècle, jusqu'à nos jours, bien sûr, de l'antijudaïsme, c'est qu'on peut continuer à détester les Juifs, et même plus que les détester, sans être obligé de continuer à croire en Dieu. Puisque nous sommes dans un monde où c'est la science qui règne, qui nous dit qu'il y a des Ariens et des Sémites. Donc, c'est une merveille. On peut continuer à détester les Juifs, mais on n'a pas besoin de continuer à croire en Dieu. Ça, c'est le génie de l'antisémitisme. C'est pour ça que, comme vous le disiez justement, il y a une part de, je ne vais pas dire de responsabilité parce que je parlerai comme un juge, hein, avec des jugements de valeur, mais il y a une part de participation importante d'intellectuels de gauche, mais en général de gauche extrême, radicaux, à l'antisémitisme, à commencer par le mot positif, qui est en allemand comme par hasard, hein, pas en français, en italien, en espagnol, non, mais en allemand. Le mot d'antisémitisme positif et non pas négatif est inventé par une personne qui s'appelle Wilhelm Marr. Regardez qui était Wilhelm Marr, c'était un intellectuel d'extrême gauche, matérialiste, etc. Donc, part de responsabilité. Blanqui lui dit, bon, Blanqui, franchement, pas éloigné de l'antisémitisme, Proudhon, bon. Donc, il y a une part de responsabilité. Ce qui est clair, c'est que les familles politiques qui seront les moins sensibles à l'antisémitisme seront les familles libérales, pas toutes, hein, les familles libérales, les familles sociodémocrates vers laquelle convergent beaucoup de juifs saisis par une sorte de mouvement messianique. Et en France, c'est tout à fait ça. Il faut savoir qu'en France, si les partisans du capitaine Dreyfus, donc l'affaire Dreyfus, ont gagné, parce qu'il faut savoir que les partisans de Dreyfus ont gagné, parce que parfois on a l'impression qu'ils ont perdu. Non, ils ont gagné. Mais ils ont gagné parce que une bonne partie des républicains étaient indifférents à la question juive, voire même antisémite, mais ont bien vu qu'il y avait un danger, politique à soutenir les adversaires de Dreyfus. Et donc il y a une convergence entre ceux qui n'étaient pas antisémites, voire pour être philosémites, mais pas si nombreux que ça, et ceux qui, étant peut-être un petit peu antisémites, se sont dit, ah non, mais quand même, les ennemis de Dreyfus sont les amis de la République, donc on s'unit. Il faut penser à ça, il ne faut pas idéaliser le combat Dreyfusard, hein. Il y avait les deux. En tous les cas, voilà, troisième étape, l'antisionisme. L'antisionisme vient d'ailleurs, il vient de la géopolitique, mais vous constaterez que dans les textes, certains textes de Daesh, certains textes de Hamas, etc., vous avez des traces de l'héritage anti-judaïque via l'islam et antisémite. Donc, aujourd'hui, vous pouvez avoir la convergence entre les trois, bien entendu. Je vous dis au passage que malgré son nom, le journal La Nation n'est pas du tout nationaliste, hein. C'est même Non, le non, pas journal du tout. Non, libéral non, le mais plus ancien de l'Argentine. voilà, non, mais je savais, hein. Mais il est évident que pour La Nación, il y en a plusieurs en Amérique latine, des journaux qui s'appellent comme ça, et c'est Oui, normal. bien sûr. Et moi, j'avais du mal presque à expliquer à mes étudiants que vers 1820-1830, donc l'achèvement de l'explosion de l'Amérique espagnole en Amérique latine, etc., mais en France, à ce moment-là, on avait un régime monarchique traditionnel, restauré avec d'ailleurs une dimension parlementaire, hein. C'était quand même une concession importante pour l'avenir d'ailleurs. Mais que bien entendu, on était arrêté dans la rue si on chantait la Marseillaise, on était arrêté dans la rue si on prononçait le mot nation en France vers 1820. Voilà, hein. Donc, effectivement, la nation, ça vient de la gauche. Après, jusqu'où ça nous Oui, emmène, c'est tout à autre fait. chose.
Euh, alors, professeur, permettez-moi de jouer un petit peu l'avocat du diable ici pour revenir au populisme, hein. Vous citez trois attributs du populisme qui seraient le postulat fondamental d'une souveraineté populaire confisquée, l'identification forte à une communauté nationale et une claire personnalisation du leadership, si je vous cite bien. Oui. Alors, j'aimerais bien m'arrêter au premier de ces trois éléments. Pourquoi l'idée d'une souveraineté populaire confisquée trouve-t-elle un tel écho dans les masses? En tout cas, c'est souvent le cas. Je me demandais, est-ce qu'il y a derrière une part de vérité peut-être, ou est-ce qu'il s'agit essentiellement d'une paranoïa attisée par des démagogues? Alors, en tant qu'historien, j'essaye d'éviter les hypothèses psychologisantes, comme disent les sociologues, qui n'aiment pas la psychologie, je simplifie, mais c'est un peu ça. Donc, paranoïa, bon, ce que je constate, c'est qu'il y a un terme qui a surgi dans le débat politologique à travers le monde, et en particulier en France, ça je peux en témoigner depuis quelques années, le ressentiment. Le ressentiment. Je vais gloser là-dessus. En d'autres termes, à partir du moment où vous posez comme principe, mais ça vaudrait pour n'importe quel autre principe régissant euh, la vie politique depuis des siècles. Il peut apparaître des contradictions dans, en particulier ce qu'on appelle en français le vécu, hein, le ressenti d'une partie de la population qui a intégré l'idée qu'elle est souveraine et qui voit plein d'objections à cette idée en disant non mais je ne suis pas souverain dans ce domaine, dans ce domaine, dans ce domaine, hein. Je ne suis pas souverain non plus, alors ça c'est plus sophistiqué, au niveau international. Alors dans ce cas-là, on est ce qu'on appelle en français souverainiste. Bon, il y a bien des raisons de considérer qu'il y a eu alors à la fois confiscation, alors c'est ce que dit, je répète, une partie de l'extrême gauche traditionnellement et une partie de l'extrême droite traditionnellement. À gauche, ça consistait à dire, les blanquistes, les fameux blanquistes ancêtres des bolcheviks, etc., ça consistait à dire le régime parlementaire est un régime corrompu, pourri dans son essence. Donc, on ne remet pas en cause l'hypothèse de la souveraineté, on dit qu'on l'a mal appliquée. Voilà. Donc, on imagine bien qu'une partie de n'importe quelle population peut cristalliser son ressentiment, surtout, mais évidemment, comme vous l'avez souligné, ce n'est que le premier de trois termes. Et il faut que ce soit repris par des organisations politiques, des leaders, etc. On peut s'interroger sur la nature des leaders en question, qui reprennent ça pour dire, mais cher peuple, je t'ai compris, je peux te le dire, je suis bien placé pour savoir qu'il y a eu confiscation. Et ça me paraît assez logique du mouvement historique qui serait sans arrêt lié à des contradictions internes entre les principes et leur application. Voilà. Euh, c'est ce que je disais aussi à mes étudiants en disant il y a un moment essentiel dans la vie des peuples, comme dans votre vie et ma vie privée, c'est quand les principes entrent en contradiction avec les intérêts. Alors après, ils étaient accablés pour au moins une semaine en réfléchissant à ça. Donc voilà, l'idée de confiscation, c'est une idée, c'est un ressenti. Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire paranoïa? En tous les cas, ça veut dire que le système convainc de moins en moins. Voilà. Et il peut convaincre de moins en moins pour quantité de raisons. Il y a des moments où, prenons l'histoire de la France, mais ça peut s'appliquer certainement à l'Argentine et à quantité d'autres pays qui ont quand même une tradition politique assez longue. Nous avons sans arrêt en France l'alternance d'une critique de l'autorité. Au moment où je parle, la Constitution française est une constitution que je peux qualifier d'autoritaire. C'est pas du tout la dictature, hein. Autoritaire en ce sens que le poids du président de la République est considérable, considérable. Et évidemment, ça ne veut pas dire que ce pouvoir, il l'exerce réellement. Il y a des contradictions permanentes. Mais l'idée que nous sommes soumis à une institution autoritaire est quand même assez répandue. Et je dirais, à l'inverse, à d'autres moments, c'est la critique du régime parlementaire. Donc on sent bien que ce pays, et je pense que ça vaut pour peut-être tous les pays du monde, peut basculer en fonction de considérations alors économiques, géopolitiques, culturelles, peut basculer sans cesse d'une critique, par exemple, du parlementarisme, comme l'exemple même de la division et de la corruption. Donc vous avez quelque chose de mécanique et quelque chose de moral. Et puis, l'aspiration à plus de liberté quand on est allé très loin dans le sens de du renforcement du pouvoir.
Voilà, ça me paraît clair. Tandis que, effectivement, l'identification forte à une communauté nationale, là, c'est l'héritage du nationalisme. Je répète, le nationalisme, Maurice Barrès, c'est un mot qui est forgé en France. C'est pas le nationalisme d'un mouvement de libération nationale comme, je sais pas, la Catalogne, etc. Non, le nationalisme, dans cette acception française initiale, ça consiste à dire je reconstitue les rapports de force, je reconstitue les alliances politiques, ça c'est très concret, en fonction du rapport à la nation. Donc, vous avez des gens qui sont de vrais Français, c'est vers eux que je vais, c'est vers eux que ce sont eux que je flatte, etc., que je mets en valeur. Moi-même, j'en suis le plus digne représentant, tout ce qu'on veut. Euh, et puis, dans la société française, donc vous remplacez français par n'importe quel autre nom national, ben, il y a quand même des groupes et des individus qui sont presque étrangers à la nation ou qui sont presque en situation de trahison. Et donc, à l'époque initiale, vous avez les socialistes euh, de tradition marxiste, internationaliste, vous avez les juifs, vous avez les francs-maçons, voilà, et ces gens-là, à la guerre de la nation, quand même, méfiance. Hein. Et puis après, évidemment, vous avez le leadership qui réintroduit une certaine logique autoritaire à l'ancienne. Mais dernière remarque, j'ai signalé que le leader, ben, il est daté. Il est évident que, par exemple, il y a eu des moments, en Amérique latine particulièrement, mais on a connu ça en France, le maréchal Pétain, par exemple, voire Charles de Gaulle, où le leadership militaire, ça joue un rôle. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est pour prendre un exemple extrême qui peut paraître limité, puisque ce mouvement ensuite s'est effondré. Mais on est au 21e siècle, enfin fin 20e et 21e siècle. Vous avez eu un mouvement aux Pays-Bas, dans un pays qui a une tradition, alors la protestante, libérale, tout ce que vous voulez. Aux Pays-Bas, vous avez eu le mouvement de Pim Fortuyn. Et Pim Fortuyn, c'était un leader anti-islamique, anti-immigration, hein, bon, on peut dire nationaliste. Et qu'est-ce qu'il était? Il était gay et professeur de sociologie. Donc on peut avoir des leaders populistes qui soient gays et professeurs de sociologie. Et il y en a eu d'autres qui étaient militaires, pas gays. Donc tout est possible. Oui, tout comme il peut y avoir des anarchistes de droite qui soient gays Oui, et oui, etc. peut-être même professeurs de sociologie. Et à propos de ces livres, il y a là une idée que je soulignais, je la trouvais très stimulante. Vous écrivez qu'il y a une politique d'Hergé ou de Marcel Aimé, comme il y en a une de Tocqueville. Hein, et vous qualifiez le prince Éric ou le sceptre d'Ottokar de traiter en douceur du paternalisme catholique. C'est très intéressant. Est-ce que vous pourriez développer cette idée des, des politiques Oui, implicites dans la culture populaire? oui, alors je me suis attaqué un jour à la notion d'anarchisme de droite parce que je constatais que dans les débats, en tout cas en France, mais je ne sais pas si ça existe en Argentine, etc., parfois le concept surgit. Euh, il surgit plutôt négativement, c'est-à-dire qu'on accuse quelqu'un d'être un art de droite. Il est fondé sur l'apparent oxymore. Et moi, je me suis dit, il faut prendre ça au sérieux et voir ce qui pourrait. Alors, ce que je constatais, c'est que je repérais l'anarchisme de droite. Alors, je ne peux pas développer, je renvoie au livre. Mais je constatais aussi que c'était par définition d'abord une idéologie sans doctrine, c'est-à-dire que c'est une idéologie qui n'a pas un corpus doctrinal, elle peut pas l'avoir, c'est impossible, c'est intrinsèque, mais qui peut s'exprimer en particulier sur le plan culturel. C'est pour ça que les exemples que je prenais dans mon livre étaient souvent empruntés au cinéma, au roman, etc., à la littérature. Bon, Céline, pour moi, est un exemple d'anarchiste de droite. Alors, on peut toujours nuancer. Quand je dis ça à des gens qui se considèrent comme des anarchistes de gauche, ils disent, ah, ça n'existe pas, anarchiste de droite, bien sûr. Mais ça, je m'y attendais. Je crois que ça mérite d'être analysé et de voir que dans un pays comme la France, en tous les cas, je ne sais pas ce qu'il en est en Argentine, qui me paraît un pays où les configurations européennes sont quand même très présentes. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est resté à ce stade-là. Mais en tous les cas, en France, si vous vous plongez dans toute une partie de la littérature populaire, mais au sens littérature à succès, très lue, très diffusée, applaudie, vous trouvez quand même des personnalités, effectivement,
Marcel Aimé, mais en effet Céline, etc. Tel ou tel auteur de romans policiers, le film policier, qui, à mon avis, reconfigure la société sur la base de ce que j'ai appelé l'anarchisme de droite. C'était surtout une volonté de dire, ne raisonnons pas uniquement comme des professeurs d'université qui cherchent un corpus de doctrine, etc. L'idéologie, ça circule de façon plus subtile, je dirais que ça. Voilà. Vous avez évoqué, vous Bon, avez évoqué Hergé, etc. Ça nous permet peut-être de parler d'un franco-argentin. oui, oui, Voilà. oui, justement, je voulais y aller. Vous êtes le biographe de Goscinny et j'ai plusieurs questions à vous poser là-dessus, mais avant de quitter la Oui. question de la politique dans les BD ou d'autres formes d'art populaire, je crois que la question s'impose. Quelle serait la politique d'Astérix, s'il y en a une? Alors, c'est une question qui a été posée dès le triomphe d'Astérix dans les années 1960. J'étais à l'époque un lecteur en direct de ça. J'ai lu dès le début le journal qui s'appelait Pilote, dont le patron était René Goscinny, justement. Donc, à l'époque, vous avez eu d'ailleurs un intellectuel allemand très précoce qui a essayé d'analyser ce qu'il voyait comme étant quand même une forme de nationalisme dans Astérix. Et au-delà, vous avez un certain nombre de journalistes, hein, plutôt des journalistes, qui ont dit, oui, mais le chef de l'État s'appelle Charles de Gaulle, on voit bien quel est l'état d'esprit des auteurs d'Astérix, etc. En réalité, je pense que, sans anticiper sur la biographie très intéressante, et donc en partie argentine de René Goscinny, sans anticiper là-dessus, on peut dire que, bien entendu, il y a là l'expression populaire, puisque c'est destiné à un large public de jeunes, qui deviennent ensuite moins jeunes et qui continuent à suivre cette lecture à leur manière. L'idée qu'il y a une identité de résistance. Donc, je vous donne un exemple. Quand on a constaté l'énorme succès mondial, bon, inégal, hein, le succès est moins grand aux États-Unis, par exemple, de Astérix, mais je précise que Goscinny, dont on va reparler, ce n'est pas qu'Astérix, mais c'est le début de sa popularité, bon, de son extraordinaire présence mondiale, inégale, mais mondiale. Euh, Personne n'a fait la remarque que, premièrement, les deux auteurs étaient des enfants d'immigrés, un immigré euh, juif ashkénaze et un immigré italien, et d'autre part que dans tel ou tel pays, il y avait eu identification du village, du fameux village d'Astérix, au village du pays en question. Je me rappelle, il y a eu un travail sur l'Indonésie, ça paraît très loin de l'Argentine et de la France, bien non. Il y a eu un moment de grand succès d'Astérix, je ne sais pas où ils en sont maintenant, parce que ils ont dit, mais notre village, c'est le village d'Astérix, c'est le village indonésien. Donc, bien entendu, on peut, à l'époque où le chef de l'État en France s'appelle Charles de Gaulle, on peut se dire, oui, il y a quelque chose de ça, mais ça n'épuise pas la lecture, qui est quand même aussi, il faut le reconnaître, une lecture d'humour. Goscinny, qui est donc le scénariste derrière Astérix, ou devant Astérix, qui n'est pas le dessinateur, mais qui est le scénariste, est quelqu'un dont la principale identification n'est pas qu'il soit français, franchouillard, nationaliste, non, c'est qu'il a beaucoup d'humour. D'ailleurs, il y a une phrase qui résume l'humour de Goscinny, quand il a expliqué pourquoi il avait choisi d'être scénariste, d'écrire le scénario de BD et pas de les dessiner. Il avait tenté au début de les dessiner, puis non. Il a dit, quand j'ai entendu un de mes aînés, un grand dessinateur belge certainement, dire, oh, être scénariste de bande dessinée, c'est à la portée du premier imbécile venu. Donc une expression française, le premier imbécile venu peut être scénariste. Goscinny dit, j'ai compris que c'était ma vocation. Bon voilà, ça c'est de l'humour. Alors c'est quelqu'un qui essaye de désarmer les autres par de l'humour. Et je signale que ça a commencé, ce tropisme humoristique de René Goscinny à Buenos Aires, où il a vécu 17 ans. Et il l'a raconté lui-même, il a dit, au lycée français de Buenos Aires, j'ai compris qu'il fallait que je fasse rire mes camarades.
Alors, après, on peut s'y réinterpréter, juif ashkénaze, la Deuxième Guerre mondiale. Mais voilà, il a compris qu'il avait intérêt à faire rire. Qu'est-ce qui a amené la famille de Goscinny à Buenos Aires d'ailleurs? Ben parce que le père de Goscinny, donc sa mère et son père sont des ashkénazes qui viennent donc de ce qui s'appellera plus tard la Russie, l'Ukraine, la Pologne. Goscinny, c'est un mot polonais qui veut dire hospitalier, etc. Je ne prononce pas la polonaise, je ne risque pas. Le père s'est retrouvé comme responsable à Buenos Aires de l'organisation de l'immigration juive en Amérique latine. C'est-à-dire ce sionisme parallèle qui dit non, c'est pas la Palestine, ce sera l'Amérique latine. Ce qui va produire, d'ailleurs, dans la culture française et internationale, quelqu'un comme Goscinny, Joseph Kessel, euh, dans la littérature et le journalisme français, Jodorowsky. Bon, ce sont des gens qui se retrouvent en Amérique latine à la suite de ce moment-là. Donc, la famille de Goscinny se retrouve à Buenos Aires. Il faut savoir qu'au moment où nous parlons, nous sommes le 13 août 2026. Demain, peu importe le moment de la diffusion, etc., demain, le 14 août, c'est exactement le centenaire de la naissance de Goscinny. Il est né le 14 août 1926. Donc je suis assez ému en tant que biographe de Goscinny. Et en tant que biographe, est-ce que vous pouvez signaler des moments dans la formation de la sensibilité de Goscinny, des expériences peut-être qui ont fait, dont on peut voir l'influence dans son œuvre? Pas seulement dans Astérix, mais pourquoi pas dans Lucky Luke, qui, en ce qui me concerne, c'est Mm. l'autre chef-d'œuvre de Tout à Goscinny. fait, tout à fait. C'est-à-dire que Goscinny apparaît comme quelqu'un qui absorbe toute la culture populaire de son époque. En Argentine, comme bon, l'Argentine de ce moment-là, entre parenthèses, c'est peut-être pas par hasard si euh, ce qui reste de la famille, c'est-à-dire la mère et son fils, enfin René, en tous les cas, quitte l'Argentine en 45. C'est-à-dire que pour eux, j'ai l'habitude de dire, je n'ai pas le téléphone, le 06 du docteur Freud. Bon. Mais enfin, le père meurt à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Argentine, hein. Donc, directement, ils ne sont pas touchés par la Shoah. Ils apprennent ensuite que les deux familles, surtout la famille de sa mère, ont été dévastées par la Shoah. Mais pour l'instant, non. Mais c'est aussi l'arrivée au pouvoir définitive, enfin définitive, pour longtemps en tous les cas, de Perón. Il y a une autre Argentine, mais surtout, j'allais dire, Perón arrive au pouvoir, mais le père de Goscinny est mort. Je vais faire de la psychanalyse facile. Il est vraiment orphelin. Et quelle est la solution? C'est d'aller aux États-Unis, bien sûr. Quand on est aux États-Unis en 1945, eh bien, il faut le savoir, ça je le sais par la fille de Goscinny avec laquelle j'ai travaillé sur les archives de son père, Anne Goscinny, et mon livre va ressortir là dans 2 mois avec une préface d'Anne Goscinny. Je suis très ému qu'elle ait accepté de faire une préface. Mais elle me l'avait expliqué, bon, elle n'est pas née à cette époque-là, mais elle avait tout le récit par la famille. Euh, pour son père, le paradis, c'était l'Argentine. L'enfer, c'était New York. Parce que ça s'est mal passé. Il a fait des rencontres intéressantes pour cultiver son sens de l'humour. Mais le paradis, c'était au passé. Il y avait la France qui était un paradis lointain, qui était un paradis, parce que c'était pas Vichy. Et, et tout ça fait que il a eu un rapport très, très nostalgique à l'Argentine d'une part et à une culture française idéale qui explique la manière dont il a pu jouer avec ça. Mais pour le reste, il est évident qu'il a été influencé, parce que c'était le cas de la culture argentine à ce moment-là, par Walt Disney. Walt Disney était très présent, bon, dans la culture française, mais dans la culture argentine aussi, au cinéma comme dans les périodiques. Donc, il y a eu quantité d'influences qui se sont croisées, et au fond, l'humour, il l'avait à Buenos Aires, et il l'a retrouvé dans une forme très sophistiquée à New York. Mais ça a été un échec. Ça a été un échec. Donc, son épanouissement, c'est de revenir en Europe. Et
C'est subtil, mais c'est exactement ce qui s'est produit. Alors, vous avez cité Lucky Luke. Du coup, Goscinny a une très bonne connaissance des mythologies populaires. Bon, il se nourrit de la culture populaire, mais il sait très vite le deuxième degré, puisqu'il a le sens de l'humour. Donc, deuxième degré, il a repéré que dans le western, il y avait des signes de stéréotypes, des stéréotypes. Et ce que fait, parce que le premier scénariste de Lucky Luke, ce n'est pas Goscinny, c'est le dessinateur tout seul, Maurice. Quand Maurice voit arriver Goscinny, bénédiction, parce que Goscinny est quand même un meilleur scénariste que Maurice. Et qu'est-ce qu'apporte Goscinny, qui n'est donc pas le dessinateur du tout, Maurice reste le dessinateur jusqu'à sa mort, c'est qu'il apporte tous les mythes du western. Et donc, il va introduire des personnages stéréotypés, des personnages de la légende du western. Et c'est comme ça que fonctionne Goscinny, toujours une sorte de deuxième degré. Et là où il est, à mon avis, à son apothéose, c'est quand il n'est pas fondamentalement du deuxième degré, il est simplement dans un humour retenu. C'est le petit Nicolas, parce que le petit Nicolas, pour moi, c'est un chef-d'œuvre de la littérature pour la jeunesse, avec un petit côté presque anglais quelque part, hein. Je ne dis pas que c'est Jérôme qu'à Jérôme, mais il y a cette idée que, bon, et il y a peut-être Jules Renard aussi quelque part, Poil de carotte, enfin bref, toujours est-il que là, il s'épanouit complètement comme un auteur, parce que j'ai dit scénariste, 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 pour moi, c'est un écrivain, tout simplement. C'est un écrivain. Et il s'est adossé à la bande dessinée, mais fondamentalement, c'est un écrivain. Et voilà, je crois qu'il faut profiter de l'occasion pour dire aux Argentins qui nous regardent, qui nous écoutent, qu'il y a un grand, il y a un grand écrivain français qui a grandi, hein, vous imaginez, 17 ans de sa vie en Argentine. Oui, et j'espère bien que la biographie que vous avez écrite va être traduite et publiée en espagnol. Je suis sûr que ça aidera à redécouvrir ce grand artiste. Mais tant qu'on parlait de l'Argentine, si vous le permettez, je voudrais revenir une dernière fois au populisme et Mm. spécifiquement à une question que vous avez touchée aussi, qui sont les rapports entre le populisme et la religion. Et je vous le dis spécifiquement parce que en Argentine, le péronisme a été un mouvement politique, disons, fortement nourri de l'imaginaire chrétien, avec Evita, en quelque sorte dans un rôle de Christ qui se sacrifie pour tous, pour son peuple, et Perron lui-même dans le rôle d'une sorte de Saint-Pierre, disons, son vicaire sur terre. Euh, donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord, je voudrais déjà vous entendre là-dessus, mais est-ce qu'on peut dire que le populisme a besoin d'une dimension quasi religieuse? Il en a besoin dans une certaine limite, mais il en a vraiment besoin parce que dans la mesure où il se superpose à un esprit national, il y a dans cet esprit national un rapport à la religion. Simplement, vous avez presque une majorité de pays où il y a une religion dominante. Et alors moi, je crois beaucoup à l'intérêt d'étudier les religions dominantes, hégémoniques, disons, hégémoniques. Que par exemple, quoi que vous pensiez des États-Unis, vous êtes devant un pays protestant, même si individuellement vous avez des catholiques, des musulmans. Non. Quoi que vous disiez de la France, c'est un pays catholique, même si... Non. Évidemment, là où il y a euh, difficulté, c'est pour l'Allemagne, c'est-à-dire pour ça que c'est la langue. Donc, j'allais dire, le- l'élément générateur initial de la culture, c'est la langue qui pouvait maintenir. Hein, Bismarck a fait l'erreur à un moment, mais il s'est rattrapé, d'envisager une persécution des catholiques. Kulturkampf, c'était une catastrophe pour l'Allemagne. Bon. Donc c'est très important de situer par rapport à une religion hégémonique. Et évidemment, dans le cas de l'Argentine, même si vous êtes juif ashkénaze à Buenos Aires, bon, voilà, l'Argentine, c'est un pays de culture catholique. Donc il me paraît normal qu'un leader nationaliste joue avec ça. Après, je pense que comme toutes ces personnalités autoritaires, il joue pour des raisons stratégiques. Bonaparte a fait ça. Bonaparte a compris qu'il fallait s'associer, le pape, en ayant un pape qu'on contrôle, bien sûr, hein,
Euh, mais bien entendu, Mussolini, c'est la signature. Pour les Italiens, c'est considérable. C'est de signer enfin la paix entre l'État italien et le Vatican. Bon. Donc, tout ça, évidemment, c'est proprement stratégique. D'après ce que vous me dites, je pense qu'à côté de la dimension charismatique d'Evita, il y a quand même une stratégie de son mari, quoi. C'est-à-dire qu'il a quand même intérêt à jouer avec, bien sûr. C'est une concession quasiment euh, opportuniste, laïque, face à la religion. Bon, la religion, c'est important. L'essentiel, c'est que je la contrôle. Napoléon Bonaparte l'a fait pour tout le monde. Il l'a fait pour les catholiques, pour les protestants, pour les juifs et pour les francs-maçons. Il a réorganisé les quatre sous son contrôle. L'essentiel, c'était le mot contrôle. Eh bien, pour finir, professeur, je suis sûr on vous a déjà posé cette question parce que elle est idéale pour finir un entretien, mais quand même, elle est bonne. Vous avez écrit qu'une société politique moderne, une société de souveraineté populaire a toujours les politiques et les hommes politiques qu'elle mérite. Est-ce que vous le pensez toujours? Et si oui, enfin, qu'est-ce que cela dit sur la politique, sur l'état de nos sociétés? Bah, je pense que nos sociétés ont, pour des raisons où il entre de la situation économique et sociale, donc les deux évidemment, et de la géopolitique. Pendant longtemps, on avait oublié la géopolitique. On était tellement marxiste, etc., que non, la géopolitique, on le voit bien en ce moment, c'est capital. Si on était en train de parler en Pologne, en Ukraine, en Estonie, en Lettonie, bon, la géopolitique serait partout, parce qu'il y a l'impérialisme. Bon. Donc, oui, on a les hommes politiques qu'on mérite, c'est-à-dire que le succès ne peut pas être considéré comme une simple mystification. Absolument pas. Ça, c'est une réaction d'intellectuel vaincu. Donc, un intellectuel premièrement vaincu va dire, oui, mais le peuple a été égaré, etc. Moi, je suis pas là pour donner des leçons au fameux peuple. Je constate que il y a des sources fondamentales au succès de tel ou tel, et que j'indiquais là qu'actuellement c'est en train de basculer en Hongrie, mais on voyait très bien les raisons proprement hongroises au succès d'Orban. Parce que la Hongrie, c'est un pays d'Europe centrale très spécifique, qui se voit un peu comme le martyr de l'histoire. Enfin, on pourrait dire bien des choses. Donc, je ne suis pas donneur de leçons, hein. J'essaye de comprendre une société qui, en tous les cas, sur un plan, me semble-t-il, essentiel, et j'en renvoie à un autre livre qui s'appelle Qu'est-ce qu'une nation, continue à fonctionner, à vivre, parfois à mourir, à l'intérieur d'un cadre national, et qu'il faut prendre ça très au sérieux. Et que, par exemple, il est évident que la vie politique argentine est différente de la vie politique bolivienne et paraguayenne. Je prends deux exemples un petit peu extrêmes, mais voilà. Et donc, le cadre national, c'est essentiel, aussi bien pour analyser que pour éventuellement, si on veut mener une aventure politique, se lancer dans l'arène, comme on dit. Bien sûr. Eh bien, professeur, c'était un vrai plaisir. Je vous remercie énormément Pour moi cette aussi. conversation. Et je vous enverrai l'entretien lorsqu'il paraîtra dans le journal, si vous voulez bien. Ah bah bien volontiers. J'aime bien imaginer que je serai dans les pages de la Nation. Et peut-être d'autres Bon, eh occasions. ben, merci encore. À bientôt, j'espère. Et merci pour votre lecture, hein, très précise de ce que j'ai écrit. Merci. Comme vous avez pu remarquer, je n'ai pas encore lu tout votre livre, mais je Non, non. compte bien le faire. Si ça vous donne envie de continuer à le lire, Ah oui, tout à bon, fait. c'est très bien. C'est Merci. certain. Merci à vous. Au revoir.